Monsieur Hassani, bonjour et merci de nous avoir honorés en nous accordant cet entretien. Bonjour, et c'est toujours avec plaisir. Alors, ma première question, c'est que, entre le 6 et le 18 novembre à Sharm el-Sheikh en Égypte, les pays participants à la conférence du climat COP27 sont parvenus à un accord sur la question des financements climatiques via la création d'un fonds, soi-disant pour les pertes et dommages, qui devait normalement être orienté pour les pays du Sud, ceux qui sont le plus impactés par les changements climatiques. Alors, ma question, pensez-vous que la COP29 a ouvert une perspective d'un élargissement des transferts financiers des pays riches vers les pays moins avancés, pour ne pas dire pauvres ou sous-développés? Vous voulez dire la COP 27? La COP27, oui. Non, j'ai eu à m'exprimer, comme je vous l'avais dit auparavant, sur ce qui pouvait être attendu de cette COP 27. J'étais très sceptique et mon scepticisme s'est confirmé dans la mesure où ce que vous appelez en fait une décision importante n'est pour moi qu'un faible avantage juste pour donner l'impression à ceux qui ont contrôlé toute cette réunion, à savoir le lobby pétrolier. C'est le lobby pétrolier qui a décidé de tout ça. Et comme par hasard, il se trouvait, toute la COP27 s'est déroulée dans un pays pétrolier. La prochaine, la COP28, va être encore dans un pays pétrolier, ce qui réduit encore plus toutes les perspectives. Dans la mesure, est-ce que vous savez, vous avez cité en fait la COP 21 ou 22 de Paris qui avait proposé 100 milliards de dollars. Ça, ce sera la deuxième question. La deuxième question, oui. Est-ce que vous savez que la dernière COP de Dublin, donc la 26, les banquiers avaient proposé un financement de 130 000 milliards de dollars. Ça n'a rien à voir avec les 100 milliards dont vous parlez. Pour la COP 27, l'expression des besoins des pays africains était on parlait de l'ordre de 2000 milliards de dollars. Donc c'est loin des 100 milliards. Avec les 100 milliards, il ne faut plus qu'on en parle. C'est-à-dire là, est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Est-ce que vous savez ce qui s'est passé entre Dublin et eh bien, les banquiers n'ont rien donné. Par contre, ils ont financé le lobby pétrolier avec 900 milliards de dollars. Les besoins exprimés cette fois-ci par le GIEC pour la COP 27 étaient de 120 000 milliards de dollars. 120 000 120 000 milliards de dollars, c'est ça les besoins pour atteindre l'objectif net zero emissions. Donc, vous ne pouvez pas considérer que le résultat est positif, puisque le lobby pétrolier est arrivé à remettre même en course le charbon avec le pétrole et le gaz. Et ce qui est promis ne reste qu'une promesse. Donc, si j'avais, on va en parler, quelle peut être la réaction des pays africains, et je crois qu'il ne faut pas se leurrer. Nous sommes dans un monde en crise totale. Aujourd'hui, lorsqu'ils sont sortis de cette réunion de la COP27, tous les pays consommateurs sont allés courir pour trouver du pétrole, du charbon et du gaz. Comment voulez-vous qu'ils acceptent aujourd'hui, dans cette crise, de se départir de ça? Les hommes politiques, leur vision, c'est 2 à 3 ans, pas plus. Ouais. Le lobby pétrolier est encore très puissant. Il impose aux hommes politiques sa décision. Il ne peut rien sortir d'une réunion comme celle-là.
D'accord. D'accord. Donc, en fait, si l'on compare, soi-disant, le fonds acquis depuis la COP 21 à Paris en 2015, qui avait décidé de 100 milliards, donc c'est une plaisanterie par rapport aux besoins nécessaires pour Absolument. arriver. C'est une plaisanterie. Et C'est la rien PIC, du tout. rien qu'elle seule, c'est 2000 milliards. Moi, je me rappelle une citation d'un chef d'État africain lors de cette COP 21. Je ne me rappelais pas, je ne me rappelle pas qui c'était, mais qui avait dit à tous ceux qui étaient présents dans ce sommet que ce que vous nous proposez ne suffira même pas à payer les cercueils des Africains qui vont C'est crever ça. à cause de la Exact. sécheresse. C'est ce que je vous ai confirmé par les chiffres réels de la GIEC, qui sont plus précis que ce que peut présenter le lobby pétrolier. D'accord. Donc, en fait, selon vous, ce qui a été fait en 2015 sous l'impulsion, ou 2009 sous l'impulsion des États-Unis avec cette 100 milliards de dollars, en fait, même ça, il n'a pas été atteint. Si j'ai bien compris, les Absolument. traités, même les 100 milliards de dollars n'ont pas été. N'oubliez pas que le président Trump s'était retiré. Vous avez oublié. Mhm. Et donc, vous ne pouvez rien attendre des États-Unis. Mhm. D'accord. Alors, dans ce cas-là, Monsieur Hasni, euh, en l'absence de tels transferts de fonds, est-ce que il y a comment le scénario, comment vous le voyez donc à l'horizon 2050 ou 2100 quand on parle d'une baisse de la température d'1,5 degré Celsius. Donc c'est une chimère. Écoutez, plusieurs experts se sont exprimés là-dessus. Moi, je retiens seulement une chose. La synthèse faite par le journal The Economist. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, écoutez, arrêtons de tourner en rond. Maintenant, il faut considérer que les dés sont jetés, qu'on ne pourra jamais atteindre le net zéro en 2050 et qu'il faut se préparer pays par pays à préparer les mesures d'adaptation pour éviter la catastrophe. Hmm. Et il y a certains pays qui peuvent encore, mais tous les pays pauvres, je crains fort pour eux. D'accord. Et pourquoi vous craignez C'est ce que dit aussi The Economist. Hein. Je ne ouais, fais que oui. répéter. C'est-à-dire que pourquoi vous dites que vous craignez pour les pays pauvres? C'est par rapport à l'impact du changement du climat ou par rapport aux efforts qu'on pourrait leur demander et qui vont pénaliser encore plus leurs besoins de développement? Non, ce que je viens de vous expliquer, c'est que chaque pays doit compter sur lui-même. Et Ah, certains pays ont des ressources financières, technologiques pour le faire. Mais les pays pauvres n'ont rien. mhm. Ils dépendent des aides qui peuvent leur venir. Et elles ne viendront pas dans un monde en crise qui n'a plus d'argent. Des solutions existent, mais c'est en fait réformer toutes les visions mondiales et tout le système existant. On parle bien là de la fin de la déglobalisation, de la fin d'un monde unipolaire. Ça ne se fera pas facilement. Mais lorsque vous examinez, quelles sont les solutions poussées? Si vous examinez que les États-Unis, qui, pour leur budget de défense, leur budget de défense représente 40% du budget de défense mondial. Seulement 5% de ce budget-là, s'il était mis dans un fonds, et avec la contribution des autres pays, suffirait largement
à pouvoir financer tout le programme de 120 000 milliards de dollars. Si encore on acceptait de facturer les lobbies pétroliers, toutes les lobbies, toutes les richesses qui sont créées par la spéculation sur l'énergie, et si vous mettez tout le montant des impôts qui leur seront imposés, non pas pour les gouvernements, mais pour les problèmes climatiques. Si encore on demandait à toutes les banques centrales d'émettre des obligations vertes pour le climat, oui, on pourra arriver. Mais ça, je ne pense pas que ça puisse se faire. Donc, c'est pour ça que je rejoins l'économiste devant cette crise économique, politique, civilisationnelle. Il n'y a pas de perspective qui apparaisse aujourd'hui. On est près plutôt d'une guerre que d'une solution de paix aujourd'hui. Alors, parlons de cette situation géopolitique du monde multipolaire naissant et ainsi de suite, et qui a son rôle après la pandémie de Covid-19. Il y a beaucoup de spécialistes qui disent que les pays émergents sont ceux qui émettent le plus. Ils disent c'est à peu près 60% des émissions de carbone sont émises par les pays émergents. Et que donc c'est à eux qu'incombe la responsabilité de fournir le plus grand effort pour réduire les émissions de carbone. Mais les pays émergents, en même temps, comme les pays des BRICS, disent que les pays développés ont aussi leur part de responsabilité et nous ne pouvons pas nous pénaliser pour que cette action-là bénéficie à ceux qui ont déjà pollué avant eux. Alors, comment voyez-vous cette question-là? Est-ce que l'idée d'un compromis entre les trois blocs, disons les pays développés, les pays émergents et les pays en voie de développement pourront trouver un accord de ce point de vue? Ou sinon, où se trouve le blocage? Oui. La problématique doit être plus précise que celle que vous annoncez. Les problématiques, il y en a deux. Il y a la problématique donc de régler le changement climatique avec atteindre le net zéro émission le plus vite possible. La deuxième, elle a un autre aspect, c'est comment pouvoir financer tous les dégâts causés aux pays pauvres. C'est ça la vraie problématique qui se pose. Le Pakistan, qu'est-ce qu'il vous demande? Il demandait combien de milliards pour régler les problèmes. Les pays dans leur pays, les îles qui risquent d'être noyées, ils vous disent financez-nous ça pour qu'on puisse au moins sauver socialement. Et les gens, vous avez ce qui est induit par le changement climatique, c'est la sécurité alimentaire. Donc, c'est une autre problématique. Il ne faut pas la traiter de la même façon. Ce sont des solutions différentes. Donc, si, le problème du changement climatique, je vous dis, 120 000 milliards, c'est énorme. Donc, lorsqu'on essaie de mettre ça sur le dos des pays émergents, c'est de bonne guerre pour le lobby pétrolier. Mais rien que les États-Unis et la Chine, c'est aussi 60%. Ça aussi, il faut le mettre aussi dans la discussion. Pourquoi toujours mettre ça sur le dos des autres? Oui. Et on vient de dire que rien que les États-Unis à échelle peuvent régler la solution. Les pays émergents sont en crise. Et donc là, je vous ai dit, la situation est trop compliquée, il y a trop de paramètres qui perturbent toutes les voies de sortie possibles. Avec, naturellement, des lobbies qui sont en train d'imposer leurs décisions. Donc, une discussion sur un plan, je dirais, rationnel et donc d'objectifs de paix, etc., dans les intérêts financiers sont tels qu'il est difficile de le régler aujourd'hui. À moins, et c'est ça ce qui pourra faciliter la chose,
un grand crash financier qui est très possible, qui va remettre tout à zéro. Et à ce moment-là, on pourra trouver des dynamiques de relance. Voilà tous les problèmes. Donc, l'incertitude sur toute la vision économique mondiale ne permet absolument pas de pouvoir tirer des solutions. D'accord. Alors, moi, si j'ai bien compris, vous êtes d'accord avec ceux qui disent que le système financier et monétaire international n'est pas dans une crise cyclique ou passagère, mais dans une crise systémique et qui peut mener à un crack. Absolument. Quand on voit la dette mondiale par rapport à la production qui est censée payer la dette, on comprend bien que le système, que la dette ne peut pas être remboursée. Donc, pour vous, régler la question du climat, de la sécurité alimentaire, de la relance économique respectueuse de l'environnement, tout en donnant aux gens les moyens de subsistance et de vie digne, doit passer par le règlement de la question du système financier et monétaire international. Absolument. C'est le fameux reset, c'est tout. Reset, c'est tout remettre à zéro, sinon ça ne marchera pas. Reset, mais par rapport au système financier. Ah, oui, mais tout le problème est financier. La guerre qui existe aujourd'hui, c'est la domination économique mondiale. Et tout, donc, c'est financier. Les problèmes qui existent, c'est qu'il y a certains pays qui sont en train de dédollariser et d'autres qui veulent à tout prix maintenir le dollar. Et tout ça est lié. Donc, c'est d'abord un problème de domination économique. C'est tout. Mm-hmm. Et donc, dans ce cas-là, comme il n'y a pas encore de décision dans ce sens, que faire? Comme dit le poète, par quel bout prendre le vent? Écoutez, je ne connais aucun qui puisse vous dire ce qui peut se passer dans 3 mois. Aucun ne peut vous dire ce qui peut se passer dans 3 mois. Les grands think tanks aujourd'hui sont complètement déboussolés. D'accord. Et vous n'avez qu'à voir toutes les incertitudes qui existent, entretenues par beaucoup de fake news parce que les gens n'arrivent pas à maîtriser. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus un problème une guerre de communication qu'une guerre. Il n'y aura pas de guerre mondiale, ça. Tout le monde est d'accord sur ça. Les derniers, d'ailleurs, accords États-Unis, Russie, États-Unis, Chine démontrent bien que personne ne veut de guerre. Il y aura toujours les dégâts collatéraux, c'est tout. Et c'est toujours les petits qui vont payer. L'Ukraine va payer, l'Europe peut payer. Alors, tant que ceci ne sera pas réglé, et on ne saura pas comment va se recomposer le monde multipolaire de demain, vous ne pouvez pas me dire, voilà la solution. D'accord? D'accord, d'accord. Maintenant, pour revenir un peu à l'Afrique, puisque c'est ça qui nous concerne. La conclusion qu'on a tirée, l'Afrique doit se débrouiller tout seul. L'avantage de l'Afrique, c'est qu'elle a encore beaucoup de ressources. La première chose que l'Afrique doit imposer à tous ceux qui sont en train de vouloir essayer de la caresser dans le sens du poil, c'est qu'il faut arrêter la prédation de l'Afrique. Premier point, arrêtons la prédation de l'Afrique. Arrêter la prédation de l'Afrique et relancer l'Afrique sur des bases rationnelles, en dehors de toute ingérence, vous verrez que l'Afrique peut régler son problème. Le premier problème, on a dit en termes de ressources, on a tout ce qu'il faut. Le premier problème, c'est sa sécurité alimentaire.
Aujourd'hui, les grands projets de murailles vertes qui vont du Sénégal jusqu'à Djibouti et de celles que prévoit l'Algérie qui viendraient du nord jusqu'à Tamanrasset et jusqu'au Mali et Niger pour faire la jonction avec ça, c'est ça le développement qui assurera au moins pour cette partie-là, la partie nord-africaine, la sécurité alimentaire. L'Afrique du Sud fera de même avec la partie sud de l'Afrique. Et c'est ça la véritable voie qu'il nous faille d'abord assumer pour l'Afrique. D'abord, assurer sa sécurité alimentaire, qui est la cause de toutes les migrations qu'elle connaît. Une fois qu'on a assuré ça, à ce moment-là, il faut développer le savoir pour pouvoir mesurer. On s'aperçoit que l'Africain aujourd'hui a quand même évolué et mettre à sa disposition les technologies, il doit les acquérir pour pouvoir assurer sa sécurité sanitaire, sa sécurité énergétique. L'Afrique a toute l'énergie qu'il faut. Donc, le seul problème, c'est sa sécurité de défense. Occupons-nous d'abord des trois autres sécurités et après la sécurité de défense va s'imposer d'elle-même. Une fois que le pays est stabilisé et qu'il arrive à pouvoir maintenir socialement toute sa population, il ne craint aucun autre envahisseur. D'accord. Si je voulais vous poser une autre question, mais qui va aller un peu plus loin, juste avant la fin de la première partie de notre entretien. Oui. Donc, si j'ai bien compris votre analyse, pour vous, c'est le capitalisme, en particulier financier, Oui. qui a poussé le capitalisme industriel dans une voie complètement suicidaire et qui a permis, c'est lui le responsable, parce que certains experts, qui sont les plus rigoureux, parlent de dérèglement climatique et pas de changement climatique. Le dérèglement, quand on parle de dérèglement, c'est qu'il y a quelqu'un qui a déréglé le climat. Et derrière ça, ils accusent directement le capital financier sauvage qui a instauré une économie de la jungle dans le monde. Et donc, de ce point de vue, comment les pays du Sud pourraient s'organiser de telle façon à faire face à la situation, mais dans le cadre d'un nouveau paradigme qui ne soit pas calqué sur celui qui a justement mené à cette situation catastrophique. Oui, ça, vous avez bien défini la question. Si vous examinez quel a été le développement industriel, même celui de l'Algérie, ça a été tout simplement de prendre une matière première, pétrole, gaz, etc., et de la céder à l'état brut, aucune valeur ajoutée. D'accord? Oui. Toutes les autres ressources sont traitées de la même façon. On expédie notre phosphate à l'état brut. Les Africains sont en train de faire la même erreur. Qu'est-ce qui se passe? On vient, on leur dit, on va forer votre pétrole et on le prend. Il n'y a aucune industrie pétrochimique qui va venir. Donc, c'est toujours la rente et la valeur ajoutée, c'est toujours récupéré par les prédateurs. C'est pour ça que je dis, il faut qu'on arrête la prédation. Et lorsque vous prenez des pays comme le Congo, c'est la même chose. On vient prendre la matière première et c'est tout. Donc, pour arrêter la prédation, il faut qu'on puisse pouvoir permettre aux Africains de pouvoir assurer d'abord leur sécurité alimentaire. Si vous ne faites pas ça, ils seront obligés de continuer à subir ces prédations. C'est pour ça que je suis passé d'abord sécurité alimentaire qui passe par un développement agricole, par une disponibilité d'eau et de l'énergie. Et ça, l'Afrique les possède. Et on peut les développer tous ensemble. D'accord. De quel type d'énergie, par exemple? Quel type d'énergie et quel type d'agriculture aussi, qui soit respectueuse aussi en même temps de l'environnement? Entre nous. Aujourd'hui, vous avez déjà des exemples.
Qu'est-ce qui se passe en Égypte? On est en train de produire une agriculture bio. Ce n'est pas en dehors de nos possibilités. Et aujourd'hui, on doit réfléchir différemment. Il faut commencer par mettre les grandes infrastructures. Ça veut dire quoi? C'est faire avoir une logistique suffisante pour pouvoir exploiter toutes les ressources que vous avez produites et pouvoir les acheminer jusqu'à leur marché. Il faut aussi, on parle du problème d'eau. L'eau de mer, elle a de quoi satisfaire tous les besoins. Il suffit de pouvoir la transporter avec de l'énergie solaire thermique. Vous allez pouvoir la déminéraliser et vous pouvez, avec ça, donc vous allez avec le solaire thermique en premier, parce que les besoins énergétiques, l'électricité ne dépasse pas 30% et la chaleur, c'est 70%. Donc, ce qui vous oriente rien que sur le PV, c'est une façon de vous maintenir dans le sous-développement. Donc, il se trouve que les pays sahariens, l'Algérie rien qu'elle seule, a en solaire thermique de quoi satisfaire 10 fois la consommation mondiale. Vous imaginez? Vous me parlez de potentialité. Voilà, je vous donne juste les ressources pour un seul pays qui est le nôtre. Alors, avec ça, nous avons un projet pour acheminer de l'eau de mer par canalisation, aller dans des centrales solaires pour générer de l'électricité en même temps, puisque c'est de la chaleur qu'on utilise pour la production électrique, c'est des turbines à vapeur. Et vous avez toujours une énergie qui reste après à la sortie de la turbine à vapeur. Et on est obligé de la condenser. À ce moment-là, vous la condensez avec de l'eau de mer. Ce qui fait que l'échange de chaleur, dans cet échange, va vous distiller de l'eau. Donc, vous allez distiller de l'eau pour rien. Mais est-ce que l'énergie solaire fournit la puissance nécessaire pour une opération de dessalement d'eau de mer? Écoutez, vous allez en Australie, il y a déjà des centrales comme ça. Ça existe déjà. Lorsque je vous parlais de capacité, nous, on prévoit 40 000 mégawatts avec cette technologie pour satisfaire nos besoins, les besoins européens en électricité. Donc, en générant cette électricité, je vais dessaler aussi de l'eau de quoi satisfaire tous mes besoins pour l'agriculture que je vais développer dans une muraille qui va descendre du nord de l'Algérie jusqu'à la pointe sud de l'Algérie. Alors, la première question que j'aimerais vous poser, c'est en plus du CO2, il y a le problème des émissions du méthane aussi, qui sont posées à chaque réunion et qui, notamment en 2021 à Glasgow, il y a un accord qui a été fait pour réduire d'au moins 30% les émissions du méthane, le méthane, je le rappelle, c'est un gaz rare, donc qui complique l'effet de serre et donc retarde les perspectives de réduction de CO2. Où est-ce qu'il en est l'application de cet accord? D'abord, le méthane, ce n'est pas un gaz rare, c'est le gaz naturel. Hein. Le gaz naturel, c'est du méthane. Hein. Ah, d'accord, pardon. D'accord, j'ai confondu. Alors, et lorsque on revient au problème, c'est ce qu'on appelle le flare gas, c'est le gaz torché. D'accord? Il faut savoir que le gaz est toujours mêlé avec le pétrole. Lorsque vous produisez du pétrole, il y a toujours du gaz avec. Absolument. Parfois, il y a de rares fois, c'est des gisements réels de gaz, mais qui contiennent aussi quelques liquides. On appelle ça les condensats. Je suis un ingénieur pétrolier. Et j'ai été responsable de la liquéfaction du gaz
à Sonatrach pour que vous sachiez un peu plus. Donc, le problème du méthane, c'est encore une fois le lobby pétrolier. Le gaz a été considéré au début par les pétroliers comme une calamité. Ils ne savaient pas quoi faire du gaz, il n'y avait pas de marché de gaz réel. Au début, on le brûlait. Ensuite, on a commencé à l'utiliser en tant qu'énergie et c'est tant mieux. Ceci n'empêche pas. Par exemple, si vous prenez le pétrole de schiste, dans le pétrole de schiste, vous avez 20% de gaz. Et lorsque le lobby pétrolier avait poussé à fond la production dans le pétrole de schiste, il n'y avait aucune rentabilité dans le pétrole de schiste. Il a fallu qu'il pousse le prix vraiment vers le haut pour dépasser les $50 pour pouvoir avoir un minimum de rentabilité dans le schiste. Malgré cela, les industries pétrolières dans le schiste étaient perdantes. Ils ont bénéficié de la fameuse période où il y avait pratiquement les prêts à taux zéro, c'était négatif, les taux négatifs. Donc, ils avaient de l'argent et en plus, donc qu'est-ce qu'ils faisaient? C'était juste faire un peu le cyclage de tout ça. À la fin, ils se sont retrouvés avec 300 milliards de déficit. Les grandes boîtes dans le pétrole, la Chesapeake, entre autres, qui était la première, a tout vendu. Elle ne pouvait plus tenir. Au moment, après la Covid, lorsque l'industrie, la demande pétrolière s'est écroulée, et donc ils étaient obligés d'arrêter des puits. Donc, les gens au chômage et la difficulté ensuite de pouvoir relancer l'économie, eh ben, l'industrie du schiste s'est écroulée aux États-Unis. Aujourd'hui, les dernières analyses disent que le schiste aux États-Unis, on en a jusqu'à 2025. Vous savez, 2025, c'est oui, parce que les puits des carburants, enfin pas des carburants, des hydrocarbures de schiste voilà. Déclinent 10 fois plus rapidement que D'accord. Donc les rendements ont chuté. Oui. Les coûts, dans le schiste, le coût de production, il est monté à $60. D'accord. Il n'y avait plus de rentabilité. Et le gaz, décision pour aider l'économie américaine, se vendait presque pour rien. D'accord? Il ne dépassait pas les $2, il est monté à $4. Alors qu'en Europe, il était à plus de $40. Donc, là, qu'est-ce qui se passait? Lorsqu'ils produisaient le pétrole, il y avait aussi du gaz qui venait. Tant qu'ils pouvaient mettre ça dans les réseaux gaziers, ils le faisaient. Et ensuite, lorsqu'ils n'ont pas pu, ils le brûlaient. Et la dernière loi aux États-Unis pour protéger l'environnement qui pénalisait le torchage, les a mis en difficulté. C'est pour ça que le schiste était pratiquement condamné. Donc, pour revenir à votre question, économiquement, le lobby pétrolier s'en foutait. Vous avez vu, malgré toutes les promesses qu'il avait faites pour le climat, il n'a pas respecté. Pourquoi voulez-vous qu'il respecte la capturation des gaz torchés? S'en foutait. Et il savait très bien qu'il n'aurait aucun problème. Est-ce qu'on a vu des États pénalisés? Même aux États-Unis, on est revenu sur cette loi. Donc, comme pour le retour au charbon, etc., on ne fera rien pour le torchage du gaz parce que ce n'est pas économique et qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas dépenser plus d'argent que ça, c'est tout. Mais dans le contexte, Monsieur Hasni, dans le contexte actuel où de la guerre, enfin de l'opération spéciale russe
en Ukraine et toute la crise énergétique qui s'en est suivie. Mhm. Est-ce que les hydrocarbures de schiste n'ont pas de beaux jours devant eux dans cette situation? Que vous me disiez, est-ce que le gaz conventionnel, d'abord, Oui. n'est pas de beaux jours, j'aurais pu vous dire oui. Maintenant, il faut beaucoup d'argent pour le transporter, pour l'exporter. Il y a une seule chose qui peut être considérée comme positive Mhm. dans la COP27, c'est qu'ils vont faire injonction aux banques pour ne plus financer les hydrocarbures. D'accord? Mais le lobby pétrolier, c'est le quart de la capitalisation mondiale. Ils ont des sommes d'argent énormes. Ils vont continuer à aller exploiter, à faire la prédation pour trouver du gaz. Ça leur coûte moins cher d'aller récupérer le gaz au Mozambique que d'aller produire du gaz dans le schiste qui coûterait à plus de 60 dollars le baril. D'accord? Mhm. Donc, ce n'est pas le schiste qui est l'alternative. Ce sera, encore une fois, la prédation en Afrique, récupérer tout le gaz possible, le Nigeria, etc., dans la mesure où ils arrivent à réduire les coûts. Et je ne pense pas. C'est comme le gazoduc nigérien que tout le monde se dispute. Il ne pourra pas se faire. Le coût est trop élevé. Il n'y aura pas de financement pour cela. C'est-à-dire, vous dites même celui à Abuja, à Alger, puis l'Europe? Ouais, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. D'accord. Et donc, dans ce cas-là, quel est l'avenir énergétique de l'Europe? Ah, l'avenir énergétique de l'Europe est entre les mains de l'Algérie. L'Algérie peut fournir. Le monde de demain sera fondamentalement électrique. Ça, c'est une chose. L'hydrogène, je n'y crois pas non plus. Il pose trop de problèmes. Donc, la mobilité va devenir électrique. Et aujourd'hui, la chaleur, j'ai dit que l'usage, c'est 30-40% électrique. Le reste, c'est de la chaleur. Et la chaleur existe aujourd'hui en Algérie. Je vous dis qu'on a 10 fois, on couvre 10 fois la consommation mondiale énergétique. Ça veut dire Vous parlez, aujourd'hui, vous parlez aujourd'hui, de la transformation de l'énergie solaire. voilà. Voilà, c'est pour Aujourd'hui, pour que nos la auditeurs soient. la technologie existe. Vous avez les cimenteries, les sidérurgies, les verreries, toutes les engrais, on peut récupérer la chaleur du soleil. Le solaire thermique monte à 1400 degrés. Vous savez ce que ça veut dire, 1400 degrés? Mhm. Mais il faut être dans des pays qui peuvent. Ce n'est pas dans tous les pays où vous avez ce potentiel. C'est principalement aujourd'hui, l'Algérie, c'est le premier. Dans tout le bassin méditerranéen, c'est l'Algérie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute l'industrie, si elle veut verdir d'abord, et si elle veut produire au coût les plus bas, et surtout si elle veut produire décarboné. Parce qu'à ce moment-là, je n'utilise pas les hydrocarbures. Il n'y a plus la crainte de la taxe carbone. Mhm. Ça vous donne un avantage comparatif avec tous vos concurrents. Et nous sommes aux portes de l'Europe. Et ils ont Mais, bien compris le message. Ils ont bien compris le message. J'ai discuté avec eux. Ne vous en faites pas. qu'est-ce que vous avez à dire dans ce cadre à ceux qui disent que le coût justement de kilowattheure solaire est beaucoup plus cher que certainement que les hydrocarbures, mais aussi par rapport à un kilowattheure qui serait produit par le nucléaire et qui serait beaucoup plus avantageux et pour les pays producteurs et pour les pays consommateurs. Qui c'est qui dit ça? Qui c'est qui dit ça? Il y a des économistes et des Qui? spécialistes et des Aucun spécialistes. spécialiste, des seuls spécialistes dans l'énergie solaire. Vous avez une institution qui s'appelle IRENA. C'est l'IRENA, c'est l'institution internationale des énergies renouvelables. On fait partie comme d'autres pays. Moi, j'ai fait partie aussi de Desertec pour votre information. J'ai Ouais. travaillé avec tous les Européens sur ça. Aujourd'hui, le coût le plus bas,
c'est le solaire thermique avec du photovoltaïque. Vous avez les centrales de 1000 mégawatts qui sont en train de se développer dans le Golfe. Un coût qui est de l'ordre de 7,3 cents de dollars le kilowattheure. Quelle est l'énergie que vous avez citée qui est inférieure à 7,3 centimes de dollars le kilowattheure? Aucune. Aucune. Le nucléaire dépasse les 12. Avec le prix d'augmentation du gaz et du pétrole, il est évident que les prix ont explosé. Pourquoi le coût de l'électricité a augmenté si c'était moins cher? Expliquez-moi. Pourquoi? Comment se fait-il? Aujourd'hui, est-ce que vous savez que les États, maintenant, qui subventionnaient les énergies renouvelables, ont dit non, puisque vous êtes moins cher, on vous enlève la subvention. Expliquez-moi comment. Si ce n'est pas par le fait que les énergies renouvelables sont moins chères. D'accord? Et les questions de transport, est-ce Oui. que cela n'augmente pas le prix du kilowattheure? Pas du tout, pas du tout. Le transport, c'est des câbles. Oui, je sais. Comparez-moi le coût d'un pipe. Vous avez vu le Nord Stream? Vous avez vu quel coût ça peut représenter? Et vous avez à côté un câble. Alors, c'est du courant continu. Donc, les câbles sont encore plus petits. Demain, ce sera des supraconducteurs seront encore plus petits. Il n'y aura aucune perte. Les coûts se réduisent aussi comme pour les voitures électriques dont les coûts se réduisent. Non, ça n'arrive pas. Et c'est moins, le coût de transport de l'électricité est inférieur au coût de transport du gaz, par exemple. Au kilowattheure. D'accord, d'accord. Maintenant, j'aimerais bien vous poser une question qui est un peu scientifique pour faire plaisir. Je peux, oui, allez-y. Oui, pour faire plaisir à ceux qui sont sceptiques par rapport à ces théories du réchauffement climatique. Alors, il y a ceux qui disent que il y a pas mal d'astrophysiciens ou de climatologues qui sont contre la théorie du réchauffement et qui disent que ce sont des phénomènes cycliques astronomiques de 1500 ou 2000 ans et que ce n'est pas l'activité humaine industrielle qui a provoqué le dérèglement climatique. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? D'abord, je vous dirais, le lobby pétrolier dépensait 200 milliards de dollars par an pour contrer les énergies renouvelables et par là même combattre l'idée de changement climatique. 200 milliards de dollars, c'est beaucoup d'argent. Vous pouvez acheter n'importe qui pour vous défendre ces idées-là. Maintenant, il y a des faits qu'on ne peut pas nier. Cette planète, est-ce qu'elle est conçue pour une population indéfinie? Vous êtes au courant de ce qu'on appelle le Doomsday, c'est-à-dire le jour de l'année où on commence à vivre à crédit par rapport à la planète, aux ressources de la planète. Le Doomsday, aujourd'hui, est en fait déjà à la fin juillet. Ça veut dire que à partir de la fin juillet, on est en train de vivre à crédit. Lorsque vous vivez à crédit, ça veut dire quoi? C'est que vous consommez plus de ressources que peut vous offrir cette planète. Si cette planète n'aura plus de ressources, ça sera quoi? Ce sera la fin. Quoi que vous voulez. Mais il y a aussi mais dans ce cas-là, ils opposent aussi l'argument que ceux qui tiennent le discours que vous tenez nient la créativité humaine et la capacité de l'être humain de faire de nouvelles découvertes, de nouvelles ressources énergétiques et de développer de nouveaux systèmes de production d'énergie. Il y a le nucléaire, et à part le nucléaire, il y a la fusion thermonucléaire et on peut aller vers d'autres systèmes. Écoutez,
La fusion, on en parle depuis une centaine d'années. Arrêtons on repense à chaque fois. Maintenant, moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est pas ça. Je suis en train de vous dire que chaque jour, cette planète perd une capacité de ressources. Lorsque vous augmentez la démographie, qu'est-ce qui se passe? Vous allez commencer à consommer les terres arables. D'accord? Pour satisfaire vos besoins énergétiques, surtout lorsque c'est des énergies renouvelables, vous avez besoin de terre. Est-ce que vous savez qu'en Europe, le grand problème, ce n'est pas tellement l'irradiation, c'est qu'ils ne peuvent pas trouver un terrain pour pouvoir installer ça. Les grandes réactions des populations pour les éoliennes, etc., c'est qu'elles refusent de céder des terres qui pourraient aller à l'agriculture. Si aujourd'hui, nous sommes à la limite de la satisfaction de la sécurité alimentaire de la planète, avec la désertification, avec le changement climatique qui augmente la désertification, donc la réduction des terres arables, la sécheresse, donc les besoins en eau, qu'est-ce qui peut se passer? Donc, vous allez avoir, ce seront ça les effets du changement climatique, de rien d'autre. Et la science ne pourra rien faire pour ça. Elle ne va pas vous construire une nouvelle terre. Pourquoi veut-on aller sur Mars? Pourquoi veut-on aller sur Mars si on est sûr d'avoir des nouvelles? On veut aller sur Mars parce qu'on sait très bien qu'il n'y aura pas de solution ici. Vous croyez qu'on dépense tant d'argent pour Mars rien que pour le faire du tourisme? Non, ce n'est pas pour faire du tourisme. C'est ce que je suis en train de vous dire. S'il y avait des solutions, et maintenant, comme vous dites, pourquoi on dépense tant d'argent? Non, oui, mais ça, c'est une solution aussi. Aller sur la Lune, ramener les matériaux nécessaires pour la fusion thermonucléaire, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi limiter la démographie? Les mêmes scientifiques vous diront que l'être humain a été créé que pour vivre sur la Terre. Il ne peut pas vivre ailleurs. Les véritables scientifiques. Bon, allons-y. On continue encore, Monsieur Hasni. Donc, on arrive à la dernière question. Donc, par rapport à tout ce que nous avons dit, que peuvent faire, par exemple, les pays du Maghreb dans le cadre d'une politique ou d'une vision méditerranéenne, avec les pays de l'Europe du Sud, les pays orientaux? Que peut-on faire ensemble pour faire face aux dégâts du changement ou du dérèglement du climat, mais sans pour autant diminuer le niveau de vie ou en donnant aux pays pauvres, comme nous l'avons déjà dit, les moyens de développement? J'ai commencé, on a abordé en fait cette question, on m'avait dit, de façon générale pour le monde. Ce que pour le monde est aussi applicable pour le Maghreb. On ne vit pas seul, on vit dans un monde. Donc c'est la solution globale. La solution globale, d'abord, comme je vous l'ai dit, arrêtons la prédation. Le Maghreb continue à être sous l'effet d'une prédation. La première chose, c'est arrêtons la prédation. Ce qui se passe en Libye, etc., c'est de la prédation. Donc, nous, on a su avoir les moyens et les ressources pour assurer notre souveraineté en Algérie. Et notre souhait, c'est de pouvoir étendre cela au Maghreb. L'Algérie sans le Maghreb ne pèse rien. Donc, c'est dans un cadre maghrébin que nous pouvons nous développer. Comment ensuite nous développer? Avec qui? Aujourd'hui, il est difficile de discuter. On vient de dire, l'Union européenne risque de disparaître. Donc, il faut voir d'autres axes de communication. Les seuls axes que je vois aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les 5+5 élargis à l'Allemagne. Vous connaissez ce que c'est les 5+5 élargis à l'Allemagne. Donc, ça représente en fait des entités suffisamment cohérentes
et lié par l'histoire et en mesure de pouvoir ensuite ajouter toute la partie sahélienne avec l'Algérie pour construire un monde géopolitique qui peut être cohérent dans ce cadre-là. Et redéfinir, faire le reset aussi. Ça veut dire arrêter, messieurs du Nord, de continuer à avoir vos idées colonialistes. Mettons-nous autour des tables. Notre avenir est en danger, et vous et nous. Et commençons d'abord. Ceci n'empêche pas que l'Algérie soit dans le BRICS. L'Algérie a toujours voulu cet équilibre. Oui, le BRICS, le monde unipolaire de demain va aussi se diviser en différentes zones. L'Algérie reste toujours liée aux États-Unis. Alors, lions avec certains pays européens qui ont les plus de chances de sortir de la grave crise qu'ils traversent. Et dans ce cadre-là, vous pouvez ensuite construire quelque chose de cohérent. Nous avons de quoi satisfaire les besoins énergétiques de l'Europe entière, du Maghreb et du Sahel. Nous avons, avec le développement des programmes agricoles dont je vous ai parlé, 1500 km de murailles vertes agricoles qui s'étendraient donc comme le font les déodénomes et déodéconomes, et faire le lien avec la muraille verte du Sahel qui part du Sénégal jusqu'à Djibouti, en ramenant à cette muraille l'eau, l'énergie et le savoir dans le développement agricole. Ça, dans un cadre africain. L'Europe contribuant à cela parce que la sécurité alimentaire de l'Europe va être assurée aussi par nous. Comme je vous l'ai dit aussi, l'Algérie peut devenir l'atelier de l'Europe. Et aussi bien les États-Unis que la Chine devront s'appuyer sur ce potentiel pour pouvoir aider l'Europe à sortir de sa situation. Est-ce qu'il y a une vision de ce que vous développez là dans les institutions africaines? Est-ce qu'il y a une pensée dans ce sens, comme l'Union africaine ou la Commission africaine ou les différentes organisations régionales en Afrique? Écoutez, nous d'abord, je vous ai dit, moi je me suis exprimé, j'étais un membre actif dans les discussions 5+5 élargies en Allemagne. Et il y a un consensus dans le cadre des 5+5 élargis en Allemagne. Mm-hmm. Aujourd'hui, on a fait une grande étude pour la fondation Friedrich Ebert. Et c'est quoi cette fondation? Algeria 100% Renewable. Voilà le titre de l'étude que vous pourrez trouver dans le site de la fondation Friedrich Ebert. Et ça traduit tout ce que je viens de vous dire. Mm-hmm. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur ça? Oui, dans cette étude, nous avons proposé tout le programme de développement des énergies renouvelables pour satisfaire les besoins du Maghreb et de l'Europe et du Sahel. Des projets quantifiés, valorisés, précisés dans le temps. Donc, c'est quelque chose qui a été validé. Ça veut dire que toutes ces idées ont été examinées par tous les experts et on est arrivé à un consensus. Le problème, c'est qu'il faille régler. Ou est-ce que vous savez que, par exemple, l'Algérie ne peut pas exporter d'électricité en Europe? Il y a un blocus qui va forcément sauter après cette crise énergétique, puisqu'ils viennent de faire une réunion pour un échange d'électricité dans le bassin méditerranéen. Mais pourquoi l'Algérie devrait justement exporter l'électricité vers l'Europe? L'Algérie aussi, elle a besoin de développer son industrie. Elle a besoin de développer une économie intégrée. Elle aura besoin de beaucoup d'électricité. Vous avez parlé tout à l'heure. Mais je ne vous ai pas dit, dans ce programme que je viens de vous citer, on va satisfaire à tous les besoins électriques de notre pays d'abord. D'accord. En plus que ça, on va essayer d'éliminer toute la génération électrique à partir du gaz pour récupérer ce gaz. Et l'utiliser dans la pétrochimie, par exemple. Bien sûr, vous avez bien compris. Au lieu de continuer à le brûler. D'accord. Récupérer les gaz torchés aussi fait partie de notre programme.
D'accord. Ben, je vous remercie, Monsieur Hasni. C'était enrichissant et passionnant. Aussi, j'espère vous retrouver dans un autre entretien. Merci beaucoup. Inch'Allah. Inch'Allah. Je vous remercie aussi.